Adeptes de la grande toile, bonjour. Avant de commencer, une mise en garde s'impose. Nostalgique des glorieuses 80s, cet épisode n'est pas fait pour vous. Que quelqu'un me refoute au frigo. Et oui, l'action se déroule dans les années 90, la décennie du politiquement correct et des costards cravates. La décennie où toutes les idoles de votre jeunesse ont morflé sévère. Et devinez quoi, nos copains Don Simpson et Jerry Bruckheimer n'ont évidemment pas échappé à la règle. Witness. Dans notre première partie, nous avons vu comment Simpson et Bruckheimer s'étaient construits au début des années 80 sur les cendres du nouvel Hollywood. Adoptant une philosophie radicalement opposée, ils sont allés de succès en succès, jusqu'à obtenir plus de pouvoir et de liberté créative que n'importe quel réalisateur star des 70s. L'alliance visionnaire signée avec la Paramount au tout début de l'année 1990 marque l'apogée de leur carrière. Le premier film de ce deal historique est le pas vraiment visionnaire Jour de tonnerre, qui se présente basiquement comme un Top Gun avec des voitures de course. Je me collais derrière lui et profiter de l'aspiration. Le projet suivant est le tout aussi ébouriffant flic de Beverly Hills 3 dont l'originalité consiste à envoyer cette fois Eddie Murphy enquêter en Angleterre. Youpi. Jour de tonnerre est une idée originale de Tom Cruise qui remonte à 1986 quand Paul Newman, son partenaire de la couleur de l'argent, l'a initié à la course automobile sur la piste de Daytona. Logiquement, Simpson et Bruckheimer se tournent vers Tony Scott, leur réalisateur fétiche depuis Top Gun pour diriger le film. Mais attention, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'ils sont en train de remaker leur plus gros succès. Simpson claironne partout que Jour de tonnerre est avant tout une œuvre sur la différence entre la bravoure et le courage. Pour donner du prestige au film et contredire ceux qui les voient comme des machines à pognon dénuées de goût, ils engagent le prestigieux scénariste Robert Towne et l'ultra respecté Robert Duvall dans le rôle du mentor de Tom Cruise. Avec une pareille Dream Team, tous les feux sont donc au vert pour un futur carton au box-office. Oh yeah, you want to know the forecast? I'll give you the forecast. 100% chance of thunder! Le problème, c'est qu'on est en mars 1990 et que Paramount aimerait bien sortir le film pour le jour de l'indépendance, tout début juillet. Le tournage commence donc alors que le scénario est loin d'être terminé. Robert Towne campe en permanence sur le plateau, écrivant des scènes juste avant qu'elles ne soient tournées. À un certain point, il se retrouve même carrément à dicter des lignes de dialogue dans l'oreillette de Tom Cruise qui les répète comme un perroquet pendant qu'il roule. Don Simpson, toujours en quête de starification, demande au scénariste de lui écrire un rôle sur mesure, celui d'un vétéran de la course automobile qui prodigue de sages conseils aux héros. Mais il se dégonfle au dernier moment et se contente finalement d'une micro-apparition. La complexité des cascades et les caprices de la météo ralentissent considérablement le tournage. Pour décompresser, l'équipe organise chaque soir des méga surbooms où débarquent tous les Spring Breakers du coin. Quand les prises de vue se terminent, il ne reste que 6 semaines avant la date de sortie prévue, et plusieurs équipes de monteurs travaillent jour et nuit pour livrer le film dans les temps. Le budget de Jour de tonnerre grimpe jusqu'à atteindre 62 millions de dollars, soit presque autant que les 4 précédentes productions Simpson-Bruckheimer réunies. Dans les salles, le film rapporte 80 millions de dollars aux États-Unis et 75 à l'international. Un score pas du tout déshonorant, mais loin, très loin des attentes de la Paramount. Phillips, your race is over. This is an injunction. Race? What race? La vraie pouleuse d'or du studio cette année-là sera Ghost, qui engrangera 3 fois plus de thunes pour un budget 3 fois inférieur. Évidemment, la relation entre la Paramount et les deux producteurs se dégrade à vitesse grand V. La Major réclame à Simpson et Bruckheimer 1 million de dollars chacun en dédommagement des nombreux dépassements de budget. Mes 2 bagnoles? Il a démoli mes 2 bagnoles! Ils refusent en bloc et accusent le studio d'avoir fichu le film en l'air en leur imposant des délais de production impossibles. Le duo finit par claquer la porte de ce qu'ils appelaient jusque-là leur maison. L'alliance visionnaire aura duré moins d'1 an. Oncle Dave! Simpson et Bruckheimer retombent cependant vite sur leurs pattes puisqu'ils signent chez Disney en janvier 1991. Ils y retrouvent leur vieux copain Michael Eisner qui dirige la compagnie aux grandes oreilles depuis 1984. Mais leur principal interlocuteur est le directeur de Walt Disney Studios, celui qu'on surnomme le Golden Retriever d'Eisner en raison de sa loyauté, Jeffrey Katzenberg. Si vous vous souvenez, il s'agit de l'ancien assistant de Don Simpson à l'époque où il occupait le même poste à la Paramount. La semaine même de leur arrivée chez Disney, un document de 28 pages signé Katzenberg commence à circuler en interne. Dans ce mémo, oui bon d'accord, dans ce manifeste, le Golden Retriever s'en prend violemment aux films événements et aux autres véhicules à stars qui pourrissent selon lui le système. Le principal accusé est le Dick Tracy de Warren Beatty, qui a exactement le même profil que Jour de tonnerre. Une grosse star très impliquée dans le processus créatif,
un budget inflationniste et des résultats bien décevants au box-office. Katzenberg recommande donc de tourner le dos aux grosses machines pour revenir aux fondamentaux de Disney, à savoir des petits films portés avant tout par une histoire forte comme Le Cercle des Poètes Disparus ou Pretty Woman. Le mémo finit par fuiter dans la presse et Katzenberg devient illico le nouveau messie d'Hollywood. Seules quelques personnes tirent un peu la tronche. Warren Beatty, présenté comme Lucifer en personne dans le document, Michael Eisner qui ne voit là qu'une ressucée de sa fameuse philosophie des simples et des doubles, et nos amis Don Simpson et Jerry Bruckheimer, pour qui ce revirement de politique est un vrai désastre. Katzenberg a beau clamer haut et fort que le duo peut se couler dans le moule de Disney, il va falloir attendre plus de 3 ans pour qu'une nouvelle production Simpson-Bruckheimer voie le jour. Entre 1991 et 1994, les deux producteurs soumettent des high concepts à l'appel à Hollywood Pictures, la filiale de Disney dont ils dépendent. Mais la boîte préfère miser sur des trucs comme California Man, Monsieur le Député, Color of Night ou Super Mario Bros. Parmi les projets retoqués pour des raisons de budget figurent Harcèlement et Apollo 13 qui tomberont dans l'escarcelle de studios concurrents et leur rapporteront un max de dollars. En off, Don Simpson se plaint non-stop de Disney qui produit selon lui les pires films du monde. Arrêtez cette putain de chanson à la con! Il déteste devoir des comptes à tout un tas de costards cravates issus d'écoles de droit ou de commerce qui n'ont pas la moindre idée de comment on raconte une histoire. Son énorme ego sérieusement mis à mal, le producteur ne tarde pas à sombrer dans la dépression. Il s'empiffre de junk food jour et nuit, se laisse tenter par la scientologie et multiplie les opérations de chirurgie esthétique, dont des injections de graisse dans le pénis pour pouvoir rester en érection pendant 12 heures. Entre deux rails de coke, Simpson commence aussi à tester les médicaments sur ordonnance. Antidépresseurs, sédatifs, stimulants, tranquillisants, tout y passe. Pour justifier auprès de la presse et des actionnaires le salaire de Simpson et Bruckheimer, Disney leur impose de produire un film qui n'a rien à voir avec leur style habituel. The Ref, une espèce de Maman j'ai raté l'avion pour adultes, sort en catimini fin 1994 et disparaît sans un mot dans les oubliettes du cinéma. Si on fait abstraction de ce dernier opus, toutes les productions de nos deux amis, de Flashdance à Jour de tonnerre, se calquent sur la même structure immuable. Dans le premier acte, le héros est en pleine ascension, comme le suggère le lever de soleil qui ouvre le film. Puis il dégringole, et pour reprendre une expression de Don Simpson, il finit le second acte au fond du puits. Enfin, il renaît de ses cendres dans le troisième acte, qui s'achève généralement par une freeze frame, symbole de permanence. Dans un bel exemple de vie imitant l'art et imitant la vie, Simpson et Bruckheimer, que l'on croyait définitivement fichus, vont faire un comeback retentissant avec un petit film réalisé par un quasi-inconnu. Bad Boys est un projet qui revient de loin. Il a été conçu initialement comme une pure comédie pour deux gugus du SNL, Dana Carvey et John Lovitz. Mais suite à un week-end à Las Vegas où Don Simpson lui a fichu une trouille bleue, Dana Carvey quitte brusquement le navire. Du coup, Disney lâche l'affaire à son tour. Jeffrey Katzenberg, qui pense depuis le début que le projet ne vaut pas un clou, autorise toutefois Simpson et Bruckheimer à démarcher d'autres studios. Contre toute attente, la Columbia se montre intéressée, mais pour un budget inférieur à 20 millions de dollars. Bad Boys sort sur les écrans en avril 1995 et rapporte plus de 7 fois sa mise. Son succès est confirmé dans les semaines suivantes par ceux de USS Alabama et Esprit Rebelle, produits ces deux-là sous la bannière de Disney. Le premier donne l'occasion à Simpson et Bruckheimer de retrouver le réalisateur et l'imagerie militaire de Top Gun. Le second, confié aux mains de l'obscur John N. Smith, dégaine un nouveau tube calibré pour passer en boucle à la radio. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But En cet été 1995, Don Simpson et Jerry Bruckheimer sont clairement de retour dans la course. Le tandem fourmille à nouveau de projets. Il faut dire que Jeffrey Katzenberg, l'empêcheur de produire en rond, a quitté la tête de Walt Disney Studios quelques mois plus tôt. Retenez bien ça parce qu'on en recausera d'ailleurs certainement dans un prochain ciné-club. Son remplaçant, Joe Ross, rompt totalement avec sa politique d'austérité et accorde à Simpson et Bruckheimer le plus gros budget de leur carrière, 72 millions de dollars pour The Rock. Mais Don Simpson, fidèle à son tempérament autodestructeur, va tout bousiller. Que Dieu ait pitié de leur âme. À cette époque-là, il dépense entre 60 000 et 75 000 dollars chaque mois en médicaments sur ordonnance. Je vous propose une minute de silence avec une liste sûrement non exhaustive de tous ces médicaments. Pour l'aider à soigner son addiction, Simpson a la brillante idée d'installer chez lui un jeune médecin qui envisage de se reconvertir comme scénariste.
Le problème, c'est que le Toubib est un ancien junkie. Le 15 août 1995, ce dernier fait une overdose mortelle de morphine dans la maison de jardin du producteur. Garder le contrôle est une illusion, espèce d'égocentrique mégalomane, et personne ne sait ce qui peut se passer. Pendant que son enquêteur privé, le tristement célèbre Anthony Pellicano, allume des contre-feux pour la presse, Simpson se terre dans sa villa de Bel Air. Seul aux commandes sur le plateau de The Rock, Jerry Bruckheimer se rend compte qu'il se débrouille pas si mal et que son associé est devenu plus un boulet qu'autre chose. Après des mois de rumeurs, le divorce entre les deux partenaires est officialisé le 20 décembre 1995. À Hollywood, les paris commencent pour savoir qui de Don Simpson ou Jerry Bruckheimer va le mieux s'en sortir. Bruckheimer annonce très vite qu'il re-signe chez Disney. Son premier film en solo sera Con Air, alias Les Ailes de l'Enfer, alias Air Bagnard chez nos amis québécois. Larkin, c'est qui celui-là? Cameron Poe. Il a fini de purger sa peine et il profite de l'avion pour rentrer chez lui. Don Simpson, lui, continue de faire le mort. À vrai dire, il le fait même tellement bien qu'on retrouve son corps inanimé à son domicile, le 19 janvier 1996. Le producteur a fait une crise cardiaque sur ses toilettes alors qu'il lisait la biographie d'Oliver Stone. En apprenant la nouvelle, Michael Eisner aurait déclaré « J'attendais ce coup de fil depuis 20 ans ». Don Simpson avait 52 ans, The Rock lui est dédié. Dans les années qui ont suivi, Jerry Bruckheimer a plutôt bien mené sa barque tout seul. Enfin, commercialement parlant du moins. Mais en 2013, suite au flop de Lone Ranger, Disney a décidé de ne pas renouveler son contrat. Un an plus tôt, c'était Joel Silver, le producteur des sagas Matrix, L'Arme Fatale et Sherlock Holmes qui s'embrouillaient avec la Warner. En 2016, on apprend que Ron Howard et Brian Grazer doivent dire bye-bye à Universal, où ils avaient leur quartier depuis le milieu des années 80. Et pendant ce temps, Thomas Tull et sa société Legendary Pictures sont baladés d'un studio à l'autre au gré de leur humeur. C'est un fait qu'aujourd'hui, les producteurs tout-puissants sont devenus une espèce en voie d'extinction. Les majors préfèrent parier sur des projets développés en interne et basés sur des licences déclinables à l'infini. Je veux mon fric! Toutefois, 20 ans après sa disparition, l'héritage de Don Simpson est lui toujours bien vivant. La balance cosmique entre art et commerce qu'il avait sérieusement fait pencher d'un côté n'a pas bougé d'un centimètre. Partout, le marketing fait la loi. Les films qui ne reposent pas sur une formule largement éprouvée ont du mal à se monter, et plus grave encore, à trouver leur public. Les studios continuent de penser qu'un seul scénariste par film n'est clairement pas assez. Par contre, ils ne voient pas trop d'objections à commencer un tournage alors que le script n'est pas terminé. Super. On a des couilles, mais on est incompétents. L'idée d'un Top Gun 2 a l'air de faire fantasmer pas mal de monde. Et puis, il y a Michael Bay, dont nous avons longuement parlé dans 2 épisodes de notre ciné-club. Le petit jeune qui l'a lancé est devenu aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Vu sous cet angle, Don Simpson était un véritable pionnier, voire même un alchimiste vu sa capacité à faire de l'or avec de la merde. Ces saloperies de tacos vont me faire crever. Est-ce qu'on doit le respecter pour cela ou le mépriser? Est-ce qu'il avait tout compris au cinéma ou rien du tout? Eh ben ça, je vous laisse en juger. Voilà, c'est tout pour cette chronique du Rise and Fall and Rise Again and Die de Don Simpson et Jerry Bruckheimer. A bientôt pour un nouveau ciné-club où nous essaierons cette fois de parler de vrai cinéma, promis. Allez, viens, on s'en va.